Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités. Nous laissons la parole à nos invités. Enquête spirituelle. En direct, découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Bonsoir à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Enquête spirituelle et une toute nouvelle saison qui débute en studio. On a la chance d'avoir apprêté les studios de Néo Radio qui nous hébergent, on les remercie. Comment ça va, Amy? J'ai tourné parce qu'avec tous les écrans. Mais ça va bien, Laurent. Je suis ravie de reprendre l'émission et je pense que les auditeurs aussi. Ça fait 2 ans, je pense, qu'on a arrêté. Donc, on réfléchissait aux antennes, ouais, c'est vrai que ça fait... Ça fait une paire d'années, en tout cas. En tout cas, on est très heureux. C'est pas qu'on ne voulait pas, mais voilà, il fallait trouver le bon moment pour se relancer. Et c'est ce soir, le bonjour. Voilà, tout à fait. Et ce soir, on a un invité exceptionnel en studio que vous ne voyez pas encore, mais je vais vous l'afficher à l'écran. Voilà, vous le voyez, c'est monsieur Jean-Pierre Girard. Bonsoir, Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Parmi cette association dans laquelle j'avais fait une conférence il y a déjà 1 an et demi, j'ai refait une conférence la semaine dernière, et c'est toujours du bonheur d'être accueilli par mes amis belges, et plus particulièrement par Amy et Laurent, qui président aux destinées de cette belle et sympathique association. Ah oui, mais sans l'accent belge, hein, on précise. Oh, je ne vais pas prendre l'accent belge, je ne vais pas m'adapter quand même, spécialement quand même pour... J'ai appris le wallon rapidement, je dois dire... Voilà, on est tous là. En tout cas, on est très heureux de te retrouver ce soir pour l'émission. Donc, alors, vous avez le live Facebook. On a réussi à faire le live YouTube en même temps. Donc voilà, j'avais mis un petit mot sur le visuel. Faut juste savoir que normalement, c'est pas autorisé de faire 2 lives en même temps. Mais nous, on passe pas de musique, donc en fait, on a le droit. Voilà, comme ça, vous savez tout et vous avez toutes les explications. Donc, si vous avez des questions à poser à notre invité, eh bien vous vous rendez dans le chat Facebook ou alors dans le chat YouTube. On rappelle notre site internet www.enquête-spirituelle.com. Oui, ça, on peut nous contacter par email, info@enquête-spirituelle.com, et sur la page Facebook, voilà, sur les messengers de la page. C'est facile. C'est facile, tout à fait. Alors, ce soir, notre sujet du jour, c'est, Jean-Pierre, la survie de l'esprit. Qu'est-ce que la science... Enfin, la science dit oui, mais qu'est-ce que la science en dit? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on meurt? C'est intéressant, c'est intéressant. Je vais manquer de modestie, bien évidemment. C'est intéressant d'un point de vue scientifique, pour quelqu'un qui est rationnel et qui est surtout connu depuis 1975, donc ça fait long, sur mes travaux sur la parapsychologie scientifique, en qualité de sujet qui produit les phénomènes et en qualité de chercheur qui a essayé de mettre des théories recevables, comme on dit en science, sur les phénomènes paranormaux. Et au cours de ces travaux, qui ont quand même été publiés par l'Académie des sciences en France, pays rationnel s'il en fut, donc c'est un peu mon bâton de maréchal, comme on dit chez nous. Et au cours de ces travaux, j'ai été confronté à des phénomènes dits de l'au-delà. J'avoue que j'avais une prévention toute naturelle, comme scientifique, comme chercheur en physique théorique et en neurosciences, sur ces phénomènes de l'au-delà. Il y a un petit peu, sans doute, beaucoup de fantaisie derrière, mais au fond, si ça permet de consoler les gens dans la souffrance du deuil, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Et justement, avant, je me permets, Jean-Pierre, avant d'aller plus loin, c'est que tu parles déjà depuis 20, 30, 40 ans en arrière. Ton parcours, c'est qu'on l'a pas fait, on aime bien faire un petit parcours. Ton parcours, comment tu en es venu justement à chercher dans ce domaine-là, à devenir un peu le scientifique? Justement, j'allais y venir et je te remercie, Laurent, de cette question qu'au fond les gens se posent. Ils disent, mais comment Girard, il est connu, il a fait des émissions de télévision, TF1, etc., des chaînes européennes également. Je fais des émissions de télé, et maintenant je collabore d'ailleurs à des chaînes de télévision. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que Jean-Pierre Girard se mêle des phénomènes de l'au-delà? Alors, je reprends mon parcours. En 1975, j'ai débuté des recherches comme sujet dans des laboratoires de l'État français. J'ai pas fait des recherches comme ça, un petit peu fantaisistes, qui ont débouché sur des expériences en parapsychologie, qui ont fait le tour du monde, et j'ai été invité dans des labos, évidemment en Suède, en Allemagne, aux États-Unis. Partout dans le monde. Bien sûr, partout dans le monde.
Et là, on s'est aperçu que l'action de l'esprit sur le vivant, l'action de l'esprit sur la matière était une réalité. Alors, on dit, oui, bon, ben c'est bien. Non, mais c'est le phénomène paranormal le plus critiqué. Oui. Par contre, la télépathie, la clairvoyance, etc., bon, on l'accepte plus ou moins. Mais c'est assez, on va dire, toléré. Et puis accepté pour diverses raisons, par ceux qui l'ont pratiqué, qui l'ont observé pour eux-mêmes ou dans leur entourage, que la télépathie, oui, c'est cool. La clairvoyance aussi, quand on va voir même qu'on appelle nos amis voyants, ou nos amis voyantes, qui ont vraiment des choses intéressantes et pertinentes à nous dire. Donc, c'est dans l'air du temps. L'action de l'esprit sur la matière, oh là là, sur le vivant, oh là là. Qu'est-ce qu'il nous raconte Girard? En fait, ça part du même principe que la conscience est non locale, qu'on appelle dans notre jargon neurosciences. La conscience est non locale. C'est-à-dire que la conscience n'est pas créée par le cerveau, elle se crée, se constitue par l'extérieur. Et le cerveau va engranger une information qu'il va rendre intelligible, oui. Et selon la nature du cerveau, notre hérédité et tout, eh bien, on va retenir telle ou telle chose, ou au contraire, la rejeter. Mais tout ça, c'est au niveau de notre conscient. Mais au niveau de notre inconscient, on a un magnéto extraordinaire. On ne parle plus de téraoctets, là, et de giga ou je ne sais quoi octets. On a un magnéto qui est extraordinaire, c'est l'hippocampe. Puis une autre zone aussi, il y a d'autres zones de rétention mnésique qui sont là, et qui, elles, vont constituer au fil du temps notre conscience. Mais, je le répète, notre conscience n'est pas de même nature que l'aspect organique de nos cellules, de nos neurones, c'est de quoi, nos cellules gliales. Quand tu dis que c'est pas de nature, c'est de nature subtile, non, c'est ce sont des ondes, particules, comme il existe des particules élémentaires qui ont divers comme rôles, atomes, comme les protons, antiprotons. Les antiprotons servent, c'est l'antimatière du proton, servent dans une tomographie, émission de positons en médecine. Bon, donc ce sont des particules élémentaires, c'est-à-dire c'est les briques ultimes de la matière. En l'occurrence, nous avons donné un nom, peut-être de façon arbitraire, avec quelques physiciens, on a appelé ça donc des particules de psychomatière. Voilà, psychomatière. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails en neurosciences, parce que je ne suis pas là pour vous endormir avant l'heure. Simplement, je dirais qu'on a la preuve maintenant que ces particules, elles se baladent. Ouais. Elles se baladent, elles ne sont pas de nature que nous. Donc, dans la télépathie, elles vont émettre une résonance par rapport à l'acte thérapeutique qu'on pose, l'acte télépathique qu'on pose avec un sujet, sur lesquels ce sujet a une résonance, en accord, et on le voit dans les stages que nous organisons, on a des exercices de télépathie où on s'amuse beaucoup, où on s'aperçoit que, eh bien, il y a des scores. Je ne raisonne pas en score, j'aime pas ça, ça rappelle trop la société avec ce côté challenge, ce côté truc, mais on a des contacts intéressants entre stagiaires. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Particule qui est créée par l'extérieur, qui va être mixé. Et je prends souvent l'exemple de la télévision. Oui. Et qui est un exemple pertinent, qui a été repris par des scientifiques, qui ont eu la gentillesse d'ailleurs de faire référence à moi-même sur cet exemple que j'ai cité. Il n'y a pas un exemple plus pertinent. La télévision, c'est quoi? Est-ce que vos émissions de télévision sont dans le téléviseur quand vous l'allumez? Non, bien sûr, puis surtout à l'écran plat. Maintenant, on aurait des problèmes avec certains animateurs obèses. Alors, simplement, bien sûr, qui veut gagner des millions? Alors, c'est vrai que quand on est gamin, justement, quand on est enfant, moi j'y pensais, on se demandait d'où vient est-ce que les gens sont dans la télé, quoi? Est-ce qu'ils sont derrière? C'est une question qu'on se pose. Eh bien, c'est pareil. La télévision, il y a des ondes. Vous voyez, au moment où nous parlons, voilà, c'est sympathique, nous sommes bombardés d'ondes hertziennes. C'est-à-dire que si ces ordinateurs qui sont là, on clique sur un site, on fait un podcast, etc., on va voir les ondes qui vont arriver dans l'ordinateur ou dans votre smartphone ou votre iPad, etc. Donc ces ondes, on ne les voit pas, on ne les entend pas, etc. Et en fait, quand elles arrivent dans le téléviseur ou dans votre smartphone, elles se transforment. C'est-à-dire qu'en fait, le smartphone ou le téléviseur, par son alchimie électronique, va
rendre lisibles, audibles, des ondes que nous, on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et si on veut les stocker, on a des cartes mémoire, on va stocker notre vidéo de Netflix ou autre. Voilà. Donc c'est sympathique parce que on s'aperçoit là qu'on a la preuve qu'il existe dans notre physique qui nous entoure, la physique des ondes radio, des ondes des ondes hertziennes de télévision, qui ont une composante d'information. C'est une information. En fait, pour faire simple, c'est comme une recette de cuisine, quoi. On met tous les ingrédients et puis on mélange tout, on fait la recette appliquée, pouf, et ça s'affiche, quoi. Pour résumer, quoi. Oui, pour résumer. Novices, voilà. Sauf que là, ce sont des ondes. Ouais. Là, ce que nous disons, là, qui va passer par Facebook ou d'autres supports, eh bien, comment ça passe? Ouais, moi, je suis de chair et de sang, ami également, toi aussi, Laurent. Donc, on va nous voir, on va nous entendre. Voilà, eh bien le cerveau c'est pareil. Il reçoit des informations, comme vous qui avez la gentillesse de nous écouter, vous recevez des informations par le truchement de ce que j'essaye de vous communiquer. Ça rentre dans votre cerveau, ça va être mixé pour dire oui, c'est intéressant ce qu'il dit, ou c'est pas intéressant. Bon, Jean-Pierre est sympathique avec son pape, mais c'est pas très intéressant. Le cerveau va faire le tri. Compte tenu de notre éducation, voilà. Mais c'est une information qui, de l'extérieur, va s'engranger vers l'intérieur de notre cerveau. Ok? Donc c'est pas le cerveau qui crée la conscience. Et dès la vie intra-utéro, pourquoi j'épilogue comme ça, de l'extérieur, etc. C'est parce qu'on va venir à l'au-delà. Ouais, c'est plus clair. Eh oui, c'est plus clair. Donc on va venir à l'au-delà. Donc le cerveau, il engrange, mais dès la vie déjà intra-utéro, dans la vie intra-utéro, nous avons des perceptions par le fœtus, donc de la maman, ses choix musicaux, etc., des émotions sérieuses qu'a la maman qui retentissent sur le futur. Il y a d'ailleurs un très beau livre on en parle souvent dans les émissions qui s'appelle Les 9 marches de Anne Givaudan. Je ne sais pas si tu l'as lu, voilà. Que j'ai croisé, j'ai fait un stage chez elle, conférence, c'est Anne et Dr Ashram, que je connais bien. Quand j'étais actionnaire d'un laboratoire d'huile essentielle, nous avions eu un marché avec Ashram, donc avec le Dr Ashram. Donc ce sont des gens délicieux. Ils m'ont reçu vraiment merveilleusement et j'en garde un souvenir très, très, très fort. Ouais, mais justement, le livre, si tu ne l'as pas lu, c'est Les 9 marches, ça explique tout ça. Le processus d'incarnation d'une âme, en fait, dans le fœtus. Voilà, d'ailleurs, c'est un livre que je conseille parce que moi, c'est dans mes premiers. Elle l'a écrit pas comme une chercheuse en biologie, etc. Machin. Elle l'a écrit avec bon sens, c'est ça qui nous résonne. C'est le bon sens, expliquer les choses avec, comme la logique que je viens de faire, de la télévision. Ouais. C'est pas le téléviseur qui crée les émissions. Il reçoit une info, son alchimie électronique complexe va transformer ces ondes qu'on voit pas, qu'on n'entend pas. Et je vais finir là-dessus, donc, en images et en son. La conscience, c'est pareil. Alors, quand nous cassons notre pipe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on casse notre pipe, notre corps, évidemment, va retourner ou en poussière ou en cendre, ça dépend des choix funéraires que nous avons faits. Mais la conscience, elle ne meurt pas. Parce que la conscience, elle est à la fois abritée dans notre cerveau. Je ne vais pas être trop complexe. En fait, c'est jamais les mêmes particules parce que voilà, se corrèlent entre elles en permanence. Certains physiciens comprendront. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la conscience n'a plus rien à faire dans ce qui les a abrités, mais comme le téléviseur. Le téléviseur est cassé, par exemple. Mais les émissions continuent. Donc, à la limite, on répare notre téléviseur et de nouveau, on a l'émission. Mais en plus, si on a notre box, qu'on a un disque dur d'enregistrement, eh bien, on peut ressortir parce qu'on a enregistré les émissions de la dite télévision. La comparaison est rustique, c'est vrai. Au moins, c'est clair. Mais au moins, c'est clair. C'est clair. Alors, moi, j'étais confronté à cela parce que un jour, dans la région nantaise, je suis invité à donner une conférence
Ok, bien brillante comme d'habitude, ma modestie également l'est, hein, vous l'avez compris. Et ensuite, il y avait d'autres invités, et dont quelqu'un qui pratiquait la transcommunication instrumentée, c'est-à-dire qui se proposait la TCI. Mais je fais exprès de détailler pour nos amis qui ont la gentillesse de nous regarder. Et je dis quoi ? Un magnétophone déjà pas tout jeune, et puis à bande magnétique ancienne, comme on avait des cassettes, et puis il y avait un ralentisseur. Avant tout ça, ça me paraissait bien compliqué. Et puis j'avais une prévention un peu, je regardais cela, que va nous faire... Et puis il avait, notre ami Jacques, après nous sommes devenus vraiment en bonne complicité avec cette association merveilleuse, il avait un carton qui grattait. Pour moi, c'est fort de café tout ça, un carton qui gratte. Et il disait que les voix de l'au-delà ont besoin d'un support. Ouais. Alors, le carton qu'on gratte, ça me paraissait un peu gros. Puis tout d'un coup, je me reprends un peu, je dis Jean-Pierre, t'es un peu gonflé quand même. Tu te plains que t'as des critiques qui vraiment te fustigent à longueur d'année, surtout en France, pas tellement dans les pays étrangers, mais en France, j'ai fustigé entre l'escroc, entre le charlatan, l'illusionniste de grand talent. Enfin, j'ai droit à tous les qualificatifs par ceux qui connaissent pas vraiment, comme on dit, le dossier. Alors j'ai dit non, prends du recul parce que tu te conduis exactement comme eux là. Tu es placé devant une expérience et puis voilà. Alors Monsieur Girard, Monsieur Girard, il s'est écrasé et puis il a écouté. Alors Jacques nous explique de l'association Infinitude, auquel là je rends un hommage appuyé, pratique la TCI depuis des années et une certaine expérience et nous dit les voix de l'au-delà ont besoin d'un support. Nous avons un ralentisseur sur ce vieux Philips, mais si ce ralentisseur est là, c'est que les voix de l'au-delà ont une fréquence différente que les voix humaines. C'est ce qui donne une véracité d'ailleurs aux voix qu'on entend de l'au-delà. Mm-hmm. Alors il met le magnéto en route, il dit je vais le mettre pas très longtemps, je vais arrêter, on va réécouter, et plusieurs séquences comme cela. Il demande donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans la douleur du deuil. Et à ce moment-là, il y a une jeune femme qui se lève et on voit qu'elle était encore dans la douleur du deuil. Le deuil était récent de son jeune frère qui s'était tué dans un accident de moto quelques mois avant. Et elle expliquait cette fraternité qui n'est pas toujours évidente entre frères et sœurs, mais une belle fraternité qui existait. Et alors elle demande si on peut contacter évidemment l'esprit de son frère disparu. Mm-hmm. Expérience, on gratte, on repasse, on entend le bruit du gratte, c'est sûr, mais pas autre chose. Puis à un moment donné, on entend des bribes. C'est pas facile, hein, les expériences de TCI. Ouais. Mes amis, si vous avez assisté à des expériences de TCI, c'est quand même pas facile à décoder. Et finalement, on arrive à décoder quand même. Enfin, pas nous, qui écoutions attentivement, mais la jeune femme, qui tout d'un coup s'effondre en pleurs et dit les quelques mots qui étaient extraits de la bande étaient les mots que seul son frère pouvait dire. Et ce qui a fait que ça m'a interpellé, moi, en TCI. Alors, après la conférence, après la prestation de Jacques et Monique, qui hélas nous a quittés récemment, Monique Blangarin, je vais pour interviewer cette jeune femme pour faire un article sur ça. Puis je lui dis, attends, sois un peu respectueux, sois un peu quand même dans une certaine pudeur. Cette femme est en souffrance. Par contre, je vais l'interroger, mais pas comme une interview. Lui dire qu'est-ce qu'elle a ressenti quand même, d'avoir conscience que son jeune frère était là. Pour elle, il était là. Mais il y avait un arrachement terrible, et dans toutes les expériences de TCI qui sont menées de façon où il y a vraiment, comme on dit, des attentes qui sont satisfaites, on entend la voix, les mots, que seul, encore une fois, le défunt, la défunte pouvait dire. Et elle me dit, mais vous savez, Jean-Pierre, c'était pas vous rendre compte, et j'ai eu la certitude que mon frère était là, qu'il a témoigné là de sa présence par les mots qu'il a dit. Parce que les mots qu'il a dit, je m'en souviens plus, parce que j'en ai assisté ensuite à des expériences. Je vous parle de la première qui m'a vraiment marqué. Mais elle me dit, voilà, il y a l'arrachement là, qui est là, de cette présence qui ne sera plus à mes côtés, mais j'ai eu un témoignage quelque part dans l'éther. Elle a dit un autre mot que l'éther. Moi, je ne sais pas les dimensions dans lesquelles les consciences se baladent.
C'est pas moi. Après, on rentre dans le domaine de la croyance, des spiritualités, et j'ai un trop grand respect pour cela, pour prendre un point de vue qui ne serait pas un point de vue scientifique, mais un point de vue de croyance. Et nous, les scientifiques, nous nous méfions de tout ce que nous appelons croyance. Et d'ailleurs, le livre que j'ai commis, La science et les phénomènes de l'au-delà, ben, il y a d'autres scientifiques, il y a même un prêtre, il y a même notre ami Père Brune, là aussi, qui vient de nous quitter il y a quelques mois, le Père Brune qui a accepté de mettre un chapitre. Il y a des scientifiques qui sont un petit peu, par exemple, quand on a abordé la réincarnation, qui sont pas pour la réincarnation, d'autres qui sont pour. Donc j'ai essayé, quand on traite d'un sujet comme la mort, comme l'au-delà, il faut se méfier de soi-même. Selon notre attitude, on peut faire des choix bibliographiques, des choix d'expérience, ou valoriser une expérience qui ne devrait pas être aussi bien valorisée. Alors, croyez-moi, mes amis, je n'ai pas la prétention d'avoir été d'une totale objectivité, mais j'ai essayé de m'entourer d'un maximum d'objectivité, pour dire ceux qui m'écouteront, comme ce soir, ou qui me liront dans cette encyclopédie, nous en sommes au 3e retirage, qui dans ce domaine, c'est jamais vu. Vous savez, c'est un pavé qui fait près de 700 pages, mais les gens parlent, s'expriment. Il y a des commentaires scientifiques, il y a des commentaires qui sont tout à fait lisibles par les lecteurs. Mais voilà, on a voulu faire passer un message en disant, nous on prend du recul sur l'au-delà. Mais avant d'être convaincu, moi, pourtant j'avais que la conscience était non locale, eh bien je peux vous dire, c'est un parcours d'une quinzaine d'années avant de commencer à publier. J'ai publié une encyclopédie du paranormal, etc., etc. Donc, et puis ce livre. Alors, pourquoi j'ai été bluffé? Alors d'abord, à l'association en question, j'ai demandé des bandes vidéo qu'ils avaient. Ils avaient tout un stock de bandes vidéo. De bandes audio, pardon, autant pour moi. Et puis, j'ai dit, je vais aller voir un copain à France Télévisions, que je connais bien. C'est pas ma chaîne de prédilection, mais j'ai fait quelques émissions dans cette chaîne publique qui souvent est un peu en recul sur tout ce qui est l'au-delà, tout ça, parce que la direction des France Télévisions, et j'ai fait des superbes émissions pourtant, dont une où j'ai fait une expérience de TCI devant la caméra. Donc voilà, ils sont un peu ouverts. Oui, mais attendez, à un moment donné, vous imposez le respect. Parce que vous savez que dans le paranormal, il y a ceux qui me critiquent certes, mais il y a ceux qui disent il a été dans les labos, bénévolement, en dehors. J'avais une fonction dans un laboratoire de recherche, j'ai créé des médocs quand même et tout. Je veux dire, j'avais pas qu'un tricot à manches longues à faire dans ma journée. Donc il y a un respect quand même pour les chaînes publiques. Donc j'ai dit, à cette occasion, à cet ingénieur du son, avec qui on avait sympathisé, écoute, tu vas analyser ces bandes, mais j'ai pas dit d'où elles étaient issues. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Oh, tu sais, je suis débordé, c'est pas évident, bon, t'es sympa, on s'aime bien, on a eu l'occasion de parler entre les émissions, avant les tournages, après les tournages. Non, j'aime bien ce que tu fais, je respecte profondément, mais tu sais, j'ai peut-être pas le temps. Ah, écoute, moi, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit en Suisse. Écoute, et puis quand j'irai chez mon éditeur, que j'aurai une émission ou de radio ou de télévision, je t'enverrai un petit coup de fil pour savoir si tu as eu le temps de les analyser. Mais peut-être 6 mois après, je reviens sur Paris pour un contrat d'édition d'ailleurs assez sympathique que je signe, et puis je dis alors, ça y est, tu as... Oui, oh bah dis donc, tu te fous de moi? Oui, j'ai analysé ces bandes, mais c'est quoi ça? Écoute, c'est des rigolos qui t'ont passé ces bandes, parce que c'est pas des voix humaines, donc c'est... Alors ça m'a interpellé. C'est une reconstitution, c'est un bidouillage de table de mixage. Écoute, je vais te les rendre tes bandes, mais bon, c'est fait rien. Là, on t'a bien niqué, mon sergent Pierre, parce qu'il avait un langage un petit peu brut. Et le mien n'est pas toujours châtié d'ailleurs non plus. Et alors, il branle les bandes et tout, etc. Pour moi, c'était un premier point. Attention. D'après ce qu'on m'avait dit, parce que j'ai contacté d'autres associations, comme celle de La Rochelle, etc., je ne sais plus le nom tout de suite, là, en mémoire, qui font un travail excellent. Pas sous la même approche que l'association Infinitude. Et puis celle de Toulouse, également. Donc, dans mon livre, j'ai pris les 3 associations qui ont fait le plus, et qui font toujours au présent, le plus de travail sur la TCI. Et puis, j'ai mis leur méthode. Parce que c'est bien beau de publier un livre sur l'au-delà, tout, etc. Mais il faut que ce soit un livre utile, un livre qui est clair.
Donc que ce soit sur ce sujet de la TCI, là, je crois que je commençais à être un peu bouleversifié, comme disait Toscan du Plantier à l'époque. Alors, un coup, je vais place des terreaux à Lyon. Ah, c'était l'achèvement, là. L'achèvement, la totale. J'assiste à une expérience, évidemment toujours, conférence, je vous parle, brillantissime, comme d'habitude, et ensuite, une médium. Mais quel médium! Un petit bout de bonne femme, c'est tout dire, plus petite que moi. Alors, voilà, hein. Presque genre Mimi Mati. Mais bon, Mimi Mati, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Et toujours avec son petit Yorkshire, enfin bref, un personnage. Et j'assiste à une séance de médiumnité sans photo, sans support. Okay. J'étais scotché. Madame, oui, vous, madame, qui avez le pull rouge, là. Vous savez ce qu'il me dit? Et alors, elle sortait des trucs, la personne tétanisée. Alors, ce qu'elle disait, comme médium, et je le dis des fois quand je fais une conférence en préalable avant les médiums, je dis attention, c'est que des fois, les gens de l'au-delà, ils vident leur sac. Ouais. Ils disent pas toujours « Oh, t'es la plus belle, je t'aime, je vais t'aider, tout ça, etc. » Ouais, alors, allez, mais moi, c'est ce qu'il me dit. Et alors, comme je disais toujours, quand je parle de Michel Riffard, puisque c'est d'elle dont il s'agit, certains anciens ont dû la connaître, ou ont entendu parler, elle faisait des médiumnités, où c'est comme je disais à Michel, tu donnes toujours le détail qui tue. C'était une image, oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est le détail qui est intéressant, qui nous donne la preuve de la médiumnité. On a des médiums qui sont fort sympathiques d'ailleurs, mais qui font plutôt un contact un peu télépathique avec le consultant qui est dans la salle ou en privé. Mais là, elle, non, c'était vraiment... j'explique pourquoi, on va l'expliquer sans doute tout à l'heure, pourquoi un médium peut aider au contact avec l'au-delà. Voilà. Alors, écoutez, là, on va souffler un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Après, parce que je suis un bavard devant l'Éternel. Juste pour revenir sur la TC, c'est qu'on a fait une conférence il y a 2 ou 3 ans, nous, au niveau d'enquête spirituelle, au niveau de la TCI, avec Michel Norens, c'est-à-dire qu'on salue au passage, qui est qui est devenu un spécialiste là-dedans. Et un truc qui était très marquant, c'est qu'on enregistrait cette conférence-là. On enregistrait rarement. Là, on avait enregistré que de l'audio. Et après, j'ai réécouté la bande justement pour mettre sur le podcast de l'émission, parce qu'on l'avait mis en podcast. Et j'entends des choses. Et je dis, tiens, c'est bizarre, je réécoute, parce que j'ai réécouté tout, seconde par seconde. Et pareil, là maintenant, avec un ordinateur, on sait voir le spectre audio. Tout à fait. Il y a des choses bizarres. Donc j'ai coupé les bouts qui me paraissaient bizarres, je l'ai envoyé à Michel Norens à l'époque, il m'a dit, voilà, on a reçu des messages. Donc on avait reçu des messages en TCI pendant une conférence qui parlait de la TCI. Donc c'était vraiment très bluffant, quoi. Ça m'aurait surpris au début que je faisais ces recherches, mais il y a des choses absolument affligeantes qui me sont arrivées dans des conférences et tout, etc., sur ce sujet, avec la partie médiumnique ensuite. Les consciences disparues, c'est des blocs, on va dire des blocs pour prendre une image pour nos amis qui nous écoutent et qui nous voient. Et là, oui, le jeune premier est un peu défraîchi, hein, mais bon. À 77, on peut pas non plus faire la couverture de Gala ou de Voici. Alors, ou de Closer. Vous voyez que j'ai mes classiques, hein, mais je suis plus publié, c'est fini. Hein. J'y étais, hein. Quelques années, parce que je faisais le buzz un peu. On s'en fout, c'est pas votre problème à vous, mes amis, qui avez la gentillesse de nous écouter. Mais si vous voulez, tous ces médiums, il y a des fois des interférences extrêmement curieuses qui peuvent se produire. Et souvent on me dit, on me pose des questions quand je fais des conférences sur ce sujet, oui, mais j'attends des signes et tout. Chez mes amis, les signes, vous en avez des fois des énormes, mais vous savez pas les voir ou les écouter. Des énormes. Vous avez, mais comment ça se fait? Mais j'ai remarqué, des oiseaux j'en ai, j'habite un petit peu à la campagne, des parcs. Mais pourquoi j'ai toujours une petite mésange qui vient à telle heure, tel moment? Ah oui, j'avais pas remarqué. Vous voyez, ça c'est un signe. Oui, c'est un peu léger. Je me souviens d'une amie que j'aimais beaucoup. C'était
j'ai une mémoire un peu défaillante, qui avait des messages de sa petite Isabelle, Anne-Marie Lyonnais. Nous avons fait des émissions de télévision ensemble, Anne-Marie. Alors, Anne-Marie était institutrice. Je raconte des anecdotes parce que, mes amis, ça peut vous conforter dans la notion de l'au-delà, c'est tout. Ouais. Et je crois que les anecdotes, on aime tous des anecdotes quand elles sont le témoin d'une réalité. Et Anne-Marie Lyonnais, je l'avais rencontrée à une association dont je suis parrain, et elle aussi d'ailleurs, à Aix-en-Provence et tout. Et Anne-Marie nous contait un petit peu son expérience à elle, institutrice rationnelle. Elle avait une petite Isabelle qui avait une leucémie inguérissable, dont la fin était annoncée, quoi. Voilà, on essayait de la prolonger au maximum, cette petite Isabelle. Et cette Isabelle, même dans la mort, les enfants. Je signale aux parenthèses, quand j'étais en carrière médico-scientifique hospitalière, j'étais en oncologie. Et notamment, à un moment donné, j'étais en service des enfants atteints, hélas, de cancer. Et ces petits, devant la mort, nous donnent des exemples à nous, les adultes. Combien de fois je tournais la tête pour cacher mes larmes, parce qu'ils se sentent coupables. Ils sentent. Ouais. Un enfant, un petit bonhomme de 6 ans, 7 ans, il sait qu'il va mourir. Et il a une espèce de pudeur. Il dit, mais il se sent coupable vis-à-vis de son papa et de sa maman, quoi. Ouais. Alors, je ne vais pas vous tirer les larmes, mes amis, ça, sans doute pas. Mais il faut avoir un langage, à un moment donné, réaliste. Et Anne-Marie Lyonnais, eh bien, elle avait cette petite, elle savait que, voilà. Et un jour, ils vont à la piscine, une piscine municipale, il faisait beau, etc. Et sa maman s'allonge donc sur son truc de bain, et puis la petite à côté d'elle. Et puis sa maman s'endort, Anne-Marie s'endort. Et la petite, on voit péniblement qu'elle se lève. Elle escalade, c'était pas un petit muret, comme une petite grille. Elle se lève et elle va mourir un peu plus loin dans l'herbe. Oula. Ouais. Quand elle raconte ça, Anne-Marie, même là, il faut que je fasse attention parce que elle nous raconte ça avec une émotion et parce qu'elle ne voulait pas, cette petite, mourir à côté de sa maman. Ouais. Alors, c'est terrible. Et puis, quelque temps se passe, et puis elle assiste à une réunion sur Paris. Je cherche cette personne extraordinaire qui a été la promoteur de l'au-delà, du magnéto, etc. Je cherche son nom, je vais peut-être signorer. Vous allez retrouver, vous, mes amis, qui êtes dans le bain, qui avez une mémoire plus vive que moi. Enfin bref, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Elle a marqué l'histoire de la découverte de la... Et puis, elle lui parle tout ça, de ce deuil qu'elle avait eu, tout ça, etc. Elle dit, Anne-Marie, vous allez avoir des signes. Je suppose que vous êtes une femme propre, hein, vous faites le ménage chez vous. Et puis elle raconte un petit peu, parce qu'elle a, j'ai un piano, et puis j'ai un petit tabouret, comme on a sur les pianos. Écoutez, sur ce tabouret, vous n'allez plus du tout faire les poussières. Il y a des courants d'air, tout ça. Non, c'est dans une pièce où même si j'ouvre les fenêtres, il n'y a pas de courant d'air. Vous allez avoir la poussière qui va s'accumuler. Et puis un jour, vous verrez ce tabouret tout propre. C'est un signe de votre petite disparue. Oui, bon, elle prenait ça. Elle avait un côté quand même plus ou moins rationnel. C'est normal. Et un jour, son tabouret est propre comme tout. Elle n'avait pas d'animal domestique, je précise. Parce que les chats, c'est des amuses. Ouais. Enfin, pour essuyer vraiment avec leurs papates et tout ça, bon d'accord. Mais surtout, un jour, elle est prise, pas d'une frénésie, mais presque. Elle a besoin d'écrire. Prend du papier, un stylo, et elle écrit avec l'écriture qu'avait Isabelle. Les lettres, si vous les voyez dans certaines revues, comme la revue de l'au-delà d'Étienne Drapeau, publiée, je ne sais pas maintenant qu'elle est décédée sans doute, mais publier des lettres dans cette revue, c'était écrit. Puis j'ai fait des émissions de télévision. Voilà un contact, on la voit écrire sans rature un message de sa petite Isabelle. C'est extraordinaire d'émotion. Avec une écriture enfantine, vous savez, c'est rond, voilà. Et elle finissait son message, elle lui disait qu'elle ne fait pas le calais de la peine et tout, etc. Et elle terminait toujours ses messages par « haut les cœurs ». Okay. Alors, elle en parle, elle essaye d'en parler autour d'elle, elle ne sait pas si c'est une espèce d'implication affective tellement importante qu'elle projette. Ouais, elle projette son deuil, on peut dire cela.
Elle en parle au médecin. Bon, le médecin, évidemment, qui la suivait, qui avait beaucoup de sympathie et d'empathie pour cette petite et pour la maman. Et elle dit, vous savez, oui, c'est possible. Vous savez, vous projetez un peu votre douleur, tout ça. Donc, vous savez, votre inconscient, il va projeter l'écriture de la petite Isabelle et tout ça, etc. Donc, elle reçoit comme ça des lettres et tout. Et un jour, elle reçoit une lettre. Elle ne comprend pas. Il y a tout un passage qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que veut dire la petite Isabelle. Elle va voir le médecin, et le médecin, alors, lit le message, il blémit le médecin. Il blémit son médecin. Parce qu'il dit, c'est pas possible, ce message qui est là, c'était un secret entre moi et Isabelle. D'accord. Alors, je peux vous dire que là, il a été interpellé, le médecin, après. Hein. J'imagine. Parce qu'il avait un réconfort. Alors, vous voyez... on peut toujours épiloguer. Mais à un moment donné, il y a des paquets de hasards qui ne sont plus pour moi des hasards. Et je pourrais vous en citer comme ça, je vous cite les plus significatifs. Quoi. Avant d'aller plus loin, on va peut-être rappeler aux gens pour nous contacter. On rappelle déjà, on est entièrement en direct. Hein, il est 20h49 pour ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. On est en live sur les deux. Donc, Amy, comment nous contacter? Vous pouvez poser des questions. On va faire une petite pause qui va durer 1 minute 30 et on vous reprendra juste après. Alors, sur la page Facebook, donc Enquête spirituelle. Là, il y a le direct qui s'affiche. On peut parler donc sur le chat à côté et également sur la chaîne YouTube. Donc la chaîne, c'est Enquête spirituelle, j'imagine. C'est youtube.com/enquête spirituelle. Voilà, en un mot. c'est tout ça. Vous avez tout ça sur la page. Donc on marque une toute petite pause, ça dure 1 minute 30 et on se retrouve juste après. Donc on attend vos questions si vous en avez et on se fait un plaisir de vous reprendre dans quelques secondes. De retour dans cette émission Enquête spirituelle en direct ce vendredi soir et on avait reçu une question via Messenger donc avec notre invité de ce soir. Oui, on avait reçu une question Jean-Pierre hier Girard. donc quand on a annoncé l'émission radio, la dame demandait s'il existait des preuves de l'au-delà. Donc est-ce que tous ces témoignages là que tu nous racontes tout à l'heure et qu'on peut entendre même quand on discute avec l'entourage ou voilà certaines personnes, est-ce que ce sont des preuves? Comment la science le voit? Alors, Amy, oui. Pour moi, c'est un détonateur. Ça correspondait à nos théories, nous, en parapsychologie. Quand on regarde un objet qui se déboule à distance et qui bouge, ou comme on le voit dans les stages, des petits gamins qui déplacent des trucs, qui courbent des barres simplement en les caressant, on dit là, on a la preuve, déjà, en parapsychologie proprement dite, que la conscience, à un moment donné, elle se balade. Quand moi, en laboratoire, dans les laboratoires publics, je le répète, de l'État français, j'ai transformé les structures de matériaux astronautiques à travers des tubes scellés cachetés à la cire. J'ai changé la structure de telle façon qu'on ne peut pas la reproduire encore en 2019. Donc, j'ai fait fondre même des matériaux à 650 degrés Celsius et à Lyon, une fois à 800 degrés Celsius. Alors, c'est pas les forces traditionnelles qui ont fait ça. Donc c'est les particules qui se sont délocalisées, qui se sont baladées. La conscience s'est délocalisée à un moment donné, en partie bien sûr, parce qu'il m'en est resté un peu quand même, hein, sinon je serais fort triste une fois. Et bon, oui, je sais, hein, c'est sûr. Et voilà, donc ça, tout ça c'est bien. Ce que je veux raconter, mes amis, ce sont des anecdotes. Et ces anecdotes m'ont interpellé, m'ont titillé. Un coup c'est la médium, Michel Riffard, un coup c'est les bandes magnétiques, un coup c'est notre amie Anne-Marie Lyonnais, et puis un coup je fais une émission à la BBC. J'étais invité par la BBC, formidable, et puis j'ai été brillant, vous l'imaginez, je n'ai même pas à me répéter, c'est même désagréable que je me répète, je peux envoyer que je ne me prends pas au sérieux, mes amis. Et puis il y a un peintre inspiré qui fait un tournage en direct à la BBC, Casparetto. Et quand je vois ce peintre qui est en transe, qui ne connaît pas l'art, par ailleurs, il n'a jamais fait une école d'art quelconque, qui, quand il est en transe, peint les yeux fermés des comment dirais-je, des Toulouse-Lautrec, Modigliani, etc., Ah oui. avec une facture. Il fait des signatures de Picasso qui sont authentifiées par des scientifiques experts de l'art, de la peinture. Alors quand vous voyez ça, alors les conférences que je fais sur l'au-delà, je passe des extraits justement que la BBC gentiment quand j'ai fait l'émission pour TF1, puisque je travaille avec le groupe TF1, eh bien sympathiquement, ils ont dit Jean-Pierre, vous êtes venu nous voir
bénévolement pour une émission, eh bien, on va confier, puisque vous le souhaitez, ce document. Alors, évidemment, la société de prod, parce que qui négociait l'émission pour TF1, donc ils étaient très heureux d'avoir ce document. C'est extraordinaire. Alors, ça, c'est des éléments qui m'interpellent, quand même. Une fois, je fais aussi à Limoges, pays de la porcelaine s'il en fut, j'assiste à quelqu'un qui a été incorporé et qui, une infirmière, je dirais toujours, qui n'avait aussi aucune connaissance de l'art. Elle m'a montré les tableaux qu'elle faisait. Ah, une qualité. Alors, c'était pas quelqu'un qu'elle imitait, mais des tableaux d'une qualité, d'une facture, un peu comme mais des écoles de peinture contemporaine, écoles de Barbizon ou autre, quelque chose d'une qualité extraordinaire, extraordinaire. Je suis choqué. Mais je reçois, et puis voilà, les pinceaux, c'est comme si j'étais guidé. Alors les gens là, dans ces cas-là, ils vous racontent pas d'histoire. Ils vous racontent pas d'histoire. Et puis, je rappelle que j'ai une carrière médico-hospitalière de 18 années et dans des domaines, hélas, de pathologie lourde. Eh bien, là aussi, quand un sujet, un patient sur le bloc opératoire, il est sous électroencéphaloplasme, ce qu'on appelle, il est sédaté, évidemment. Donc, il est dans un coma artificiel. Et que, pendant l'opération, il se balade. Il se balade, alors il passe sous le champ opératoire, alors que le champ opératoire tombe jusqu'en bas, et tout, etc. Il dit, vous pourriez acheter français quand même, quelle est cette table opératoire d'une société anglaise qui fait des blocs opératoires. Un coup, j'étais dans la salle d'attente, un coup, attendez, j'ai un document que je présente en conférence, où la personne est même elle est plus qu'en réa, elle est déclarée morte cliniquement. On lui met évidemment les électrodes là, pour simuler l'électroencéphalo reste plat. Et tout d'un coup, une reconstitution, l'hôpital Hartford, ça s'est passé, on voit la main qui vient vers un des médecins assistants, la main comme ça. Sursaut, il est déclaré mort. Elle est déclarée morte. Et puis elle raconte que pendant que tout le monde l'a considérée comme morte, elle a traversé tous les étages de l'immeuble, elle était sur la terrasse, elle sentait le vent frais, etc. Puis sur la terrasse, il y avait une chaussure rouge. Ouais. Et elle dit, vous l'avez vu ce document, et elle dit, chaussure rouge. Alors bon, on s'est interpellé un petit peu, mais quand même, le fait qu'elle était morte, et puis qu'elle met la main, tout ça, bon, il y avait un des internes qui était là, on lui demande de monter à l'étage, et puis c'est tout, et d'être sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il voit sur la terrasse? Chaussure rouge. Il ramène la chaussure rouge, alors elle s'est sortie un petit peu du coma, et elle dit, chaussure rouge. Alors, ces détails, là je vous les compte parce que j'ai le document évidemment qui confirme la réalité de la reproduction qui a été faite, bien sûr. Toujours, nous sommes un institut qui est toute forme d'association extrêmement exigeant, que ce soit sur des photos paranormales dites transcendantales, parce qu'il y a aussi encore un témoignage. Il y a des photos dites transcendantales où les gens sont morts depuis plusieurs années, et puis les 36 poses, même à l'époque argentique, le photographe a déjà changé les bobines depuis plusieurs lustres, et j'ai des documents d'ailleurs pour une émission qu'on va faire dans le cadre de TF1, on va peut-être le faire sur RMC aussi, ou sur la 23, enfin que maintenant c'est la RMC Découverte. On voit des photos que j'ai sélectionnées où il y a des choses qui sont étonnantes, qui ne prêtent pas l'équivoque. Et on en a avec le numérique. On en a surtout, moi qui m'intéresse beaucoup à l'époque, avec le Polaroid. Alors heureusement que maintenant de nouveau HP fait des imprimantes directes avec des photos. Vous pouvez refaire comme une forme de Polaroid. Alors tout ça, ça fait un faisceau quand même où à un moment donné c'est la mauvaise foi qui est en rendez-vous. Si on n'accepte pas qu'il y a plutôt quelque chose, voilà, mon point de vue, c'est qu'il y a plutôt quelque chose que rien. C'est vrai que tu parles justement de la mauvaise foi. Moi, quand je lis justement beaucoup de témoignages sur les NDE, les EMI, c'est même des fois on voit les médecins, les chirurgiens qui n'y croient pas, qui disent non, le cerveau en fait à un moment donné, quand on n'a plus d'oxygène dans le cerveau, ça fait des hallucinations, c'est pour ça qu'on s'en souvient de sa NDE et qu'en fait il n'y a rien du tout, et que c'est un phénomène physique naturel du cerveau. C'est connu. On le fait en chirurgie, on le fait avec de la kétamine. On reproduit pratiquement des NDE avec la kétamine. Il y a des expériences qui sont faites avec Olaf Blanke, par exemple, à l'Université de Lausanne, qui est
connu pour la maladie épileptique, un spécialiste mondial de la maladie épileptique. Et une fois, il a une patiente comme ça, et pour explorer vraiment des foyers épileptoïdes, mais qui sont très difficiles, il faut décaloter le cerveau. Ça paraît bizarre, il y en a qui auraient bien besoin que leur cerveau prenne l'air, mais ceci n'est pas ne nous regarde pas. Enfin bref, avec le cerveau, il met donc des électrodes à fil d'or, tout ça, etc. Et tout d'un coup, la personne, brave femme de 43 ans, dit « Docteur, blague je vole, savez-vous » C'est une Suisse. Hein. Bon. Elle était même énervée. « Docteur, blague je vole, savez-vous » Alors lui, Olaf, il a ses électrodes, il a ses électrodes là qui sont, et puis il regarde, et bien sûr il la voit toujours sous ses électrodes. Il dit, comment ça, vous volez, madame? Ben oui, je vole, je suis au-dessus de vous. Alors, ce qu'on appelle en médecine un syndrome de décorporation. Alors, il a fait une publication dans Nature, mais il a toujours dit que la patiente avait une sensation. Il est revenu là-dessus parce que c'était autre chose qu'une sensation. En médecine, on a un syndrome qu'on appelle le syndrome des mains libres. Voilà, on a l'impression que ces mains ne nous appartiennent plus, etc. On essaie toujours de se raccrocher en médecine sur des traits, des syndromes qui peuvent nous permettre de nous rattacher. Non. Et on a une explication. Alors, les N2, soyons sérieux. On a une explication biochimique. Les secs, je vous passerai des ligands, etc. Bon, et puis on a l'hippocampe qui va plus avoir de retenue, comme une bande magnéto qui se déroule. Et à ce moment-là, qu'il n'y a plus de retenue avec les glutamates, etc. Enfin, je vous passe les détails biochimiques. Mais je m'en fiche, moi, de ces détails biochimiques. C'est que le phénomène se passe. Et que les gens ramènent de l'au-delà des choses extrêmement intéressantes. Et des fois, ils ramènent une créativité qu'ils n'avaient pas au départ, ou des talents de guérisseurs qu'ils n'avaient pas, ou des gens qui étaient, je m'excuse du terme, mais mes amis auditeurs sont adultes, même petits enfants, qui étaient chiants comme tout avec leur entourage, qui deviennent merveilleux, qui font du bénévolat, qui font tout ça. Les gens sont complètement transformés après une NDE. Et puis, il y en a des gens qui ramènent des choses qui sont complètement bluffantes, dont ils ne pouvaient pas avoir connaissance. Parce que dans CN2, d'accord, il y a le tunnel de lumière, mais il y en a comme la jeune femme qui était dans le coltard à l'hôpital Hartford, il y a des gens qui se déplacent, qui font des kilomètres, qui sont en décorporation. Voyage donc la conscience, voilà, et non locale. C'est un mix extrêmement difficile à décrire. Il y a des gens qui décrivent, ben moi je me voyais dans l'ambulance, et je constatais que j'étais décédé, quoi. Et après, ils se réintègrent dans leur corps. Mais les out-body experiments, les expériences hors du corps, sont connues. Sont connues. L'Institut Monroe a étudié ça de façon merveilleuse. Et dans ce livre, dans le manuel de parapsychologie, j'explique comment se décorporer, la prudence qu'on doit avoir. Mais on peut se décorporer sans avoir un accident dramatique. Oui. Si on veut un peu résumer ça, on en a parlé d'ailleurs hors antenne la semaine dernière, c'est un film qu'il faut voir, c'est Nos Solars. Extraordinaire. Qui est traduit d'ailleurs maintenant en français. Pour moi, j'ai vu en version sous-titrée, mais il est bien. Ouais, il était en portugais parce que mais en plus c'est un film vraiment très très bien fait. Si tu l'as vu, pour moi c'est quelque chose qui doit être parlant. Alors attention, je mets un bémol pour, c'est-à-dire que il est merveilleux, ce film, je le conseille moi aussi, mais il ne détient pas forcément la vérité sur les différents étages de conscience. Il y a une espèce de purgatoire, il y a tout ça. Mais il est bien, ce film, parce qu'il nous interpelle quand même, et surtout quand à un moment donné il demande l'autorisation de revenir, un peu quand même, parce que quelque part, et puis on lui accorde quand même malgré tout, et il entend comment les gens parlent de lui, comment sa femme, son épouse parle de lui, tout ça, quelle leçon de modestie, il reçoit du claque, et il va sauver son fils. Il va sauver son fils qui est en train d'agoniser, mais personne va savoir que c'est lui qui a sauvé son fils en fait. Et à un moment donné, la seule personne qu'il verra, c'est quelqu'un qui était à son service, pas une secrétaire, je crois. Non, c'était une patiente qu'il a quand même malgré tout accepté de recevoir, parce qu'il se la pétait grave, hein, ce médecin. Je ne sais plus, il était chirurgien, je ne sais plus ce qu'il était exactement. On voit qu'il est médecin au début. Mais oui, mais à un bon niveau de médecine. Oui. C'était un monsieur qui avait une réputation extraordinaire. Et là, cette femme, la secrétaire vient vers lui, faut la recevoir. En plus, c'est une femme, je crois qu'il n'avait pas d'argent, enfin bref.
et il va recevoir cette femme. Et c'est la seule femme, quand il va revenir incorporée donc chez lui, c'est la seule femme qui aura le privilège de la voir. Il va être étonné parce que tout le monde ne la voit pas. Et puis la personne qui la voit et qui la remercie. Quelle leçon! Alors ce film, sur la forme, même sur le fond, ça impose des croyances. Donc moi je me méfie trop des croyances. Mais je m'en fiche parce que c'est un message sublime. No solar. Mais regardez-le, mes amis, de grâce. Alors, sur le plan scientifique, bon, je mettrai des bémols parce qu'on rentre dans le domaine de la croyance. Mais ça m'est égal. Il y a des parts de vérité, comme j'étais commis comme critique pour la série, je ne sais pas s'il y en a qui regardent, Supernatural. Vous savez, les frangins là, qui luttent contre le mal et tout. J'étais critique, on a rendu hommage sur la qualité de ma critique, la société qui crée ces productions. Et j'ai dit, moi, à un moment donné, c'est le père, donc le père d'un des frangins, enfin, ceci, je crois que c'est dans les frangins, c'est le père des deux, qui est prêt de mourir et tout, etc. Et qui, pour le sauver, il faut qu'il fasse un pacte et tout, etc. Alors moi, je passe au-dessus, mais je pense que cette histoire de NDE que vit le père est intéressant. Il y a des séries qui ont même dans le paranormal, où c'est un peu de la fantaisie poussée à l'extrême, il y a des choses qui sont intéressantes. Et j'ai été le point de vue d'un scientifique que j'ai exprimé, et j'ai eu des très bons retours, très bons retours. Ça fait réfléchir tout ça. Après, chacun a sa propre vérité, mais voilà, ça fait au moins réfléchir. Moi, je dis toujours, quand on a une approche, et puis qu'on essaie... Je ne demande pas, moi, qu'on ait une approche, mes amis, qui soit scientifique, mais une approche de bon sens, qui dit, il y a telle chose, il y a telle chose. Oui, il y a Girard, il est sympathique, bon, avant d'être convaincu, quand même, il a remué un peu les fagots, quoi. Et c'est quoi? Je dis toujours, ça n'ôte pas la douleur du deuil, et ça ne gomme pas le souvenir. Attention, mes amis, soyons conscients de cela. Mais ce que ça nous donne, c'est dire, quelque part, mes défunts, quelque part, continuent un parcours de vie. C'est pas moi scientifique de dire, voilà, ils sont au 7e niveau, comme dirait Alice Bellet, ou des chercheurs en métaphysique, machin. Moi, je garde l'esprit serein à ce niveau-là. Je dis simplement, eh bien, écoutez, vous qui êtes dans la douleur du deuil, sachez que la vie continue. Une forme de vie, bien sûr, une forme de vie. Mais vous aurez toujours la souffrance de l'absence de l'être aimé, bien sûr. Mais ça vous aide à vivre le deuil. C'est ça, justement, on a un témoignage sur YouTube d'une dame qui reçoit des messages presque tous les jours de son mari défunt. Donc elle les perçoit, elle est convaincue de ça et ça l'aide beaucoup dans sa vie. Par contre, au niveau de son entourage et de ses enfants, elle passe pour une folle. Mais on va peut dire pas, dans ces cas-là... À part partager avec des personnes qui croient comme elle, c'est tout, quoi. Oui, parce que qu'est-ce qu'on va dire de cette femme? On va dire, bon, c'est sa façon de pouvoir vivre son deuil, quoi. Elle aime tellement ce mari défunt que c'est sa façon, elle, de vivre. Et je respecte ça, même si c'était que ça, en fait. Mais non. Moi, je l'aurais en face de moi, je saurais si effectivement il n'y a pas de fabulation involontaire, bien sûr, sur les signes, sur ses perceptions. Mais j'ai toujours quelqu'un qui est dans la douleur du deuil, le conjoint, la conjointe, ou une maman et son enfant. Normalement, c'est la première personne qui pourrait contacter. Alors maintenant, je vais un petit peu plus loin dans mon explication. Les particules de conscience d'une maman, par exemple, qui vient de perdre son enfant, les particules de conscience de cette maman, donc de sa conscience, sont meublées, construites en partie par la conscience de son petit bonhomme ou sa petite bonne femme qui est disparue. Parce que de leur vivant, il y avait cet échange de particules. Et je ne vais pas aller trop loin dans l'explication scientifique, mais ça a été démontré en 82 à Orsay, à l'université d'Orsay. Il y a un collage des particules. Il y a ce qu'on appelle un collapse psi, voilà, ou une intrication quantique. Ceux qui ont quelques notions en physique comprendront tout à fait ce que je veux dire. Mais en résumé, simplement, sachez, mes amis, que les particules de conscience du petit ou de la petite disparue et de la maman sont là. Et que normalement, c'est elle qui devrait avoir même pas besoin d'un médium. Mais souvent, la douleur est telle qu'il n'y a pas une liberté, si vous voulez, un recul suffisant, comment avoir du recul d'ailleurs dans un domaine comme celui-là, un recul suffisant pour dire une sérénité suffisante pour contacter
C'est pareil pour le mari et l'épouse différente. Ou même quelqu'un qu'on aimait beaucoup, sans être voilà, une complicité dans des jeunes chercheurs ou autres, etc. Dans des relations humaines très fortes. On a un échange, nos particules de l'autre, avec qui on a eu des échanges privilégiés, s'agrègent, voilà le mot, s'agrègent à notre conscience, et la conscience de l'autre est agrégée par l'autre. Et on le sait maintenant, les particules, quand elles sont corrélées, le terme est exact, corrélées, au fin fond de l'univers, le contact est possible. L'expérience a été faite à Orsay par le physicien Guisin à Genève sur 13 km de distance. Voilà, je l'ai écrit dans mon bouquin avec un cristal de niobium et tout. On sait que la conscience ne peut pas se séparer. Voilà. Okay. Cette émission touche à sa fin, Jean-Pierre. On pourra en parler des heures et des heures et des heures et des heures. J'espère. Alors, mes amis, pour terminer, je n'ai pas cherché à vous convaincre. On ne convainc pas dans ce domaine. Je vais vous donner une information, un partage d'informations. Je vous explique moi pourquoi je suis convaincu à 77 ans qu'il y a une réalité des phénomènes de l'au-delà. Mais j'aurai d'autres anecdotes, d'autres trucs qui m'ont vraiment, comme on dit, enfoncé le clou. Voilà. Donc voilà, c'est un partage que je vous ai proposé, sans passion, simplement, voilà, je vous informe pourquoi moi, dans mon parcours de vie, et c'est pour ça que dans les bouquins sur ce sujet, j'ai fait partager des scientifiques et des religieux. Pour dire, attention Jean-Pierre, ne te projette pas trop, uniquement... Je ne souhaite pas, moi, je ne souhaite pas forcément dire la mort, c'est sympa. Ce que j'aime pas dans la mort, c'est de laisser, c'est encore de l'orgueil de ma part, de laisser des gens qui m'aimaient bien un peu dans la tristesse. Mais sinon, la mort, pour moi, c'est carrément du noir et blanc, même du noir plutôt qui domine. Mais non, plus maintenant. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous ce soir. Alors Rémi, le programme de l'association, il y a la prochaine conférence. Oui, sur l'astrologie, donc est-ce un guide de vie? Donc c'est Greg Bernard qui viendra expliquer ça. Qu'est-ce que l'astrologie peut nous apporter? Est-ce que c'est réel ou pas comme outil? Donc c'est le dimanche 8 décembre à 15h à Frasnes, suivi d'une partie médiumnique avec une nouvelle personne. Que vous allez découvrir. Voilà. Vous verrez. Et merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été avec nous. La gentillesse de m'inviter, ça me fait toujours plaisir, vraiment. Je vous aime beaucoup là, mais oui, mais je le dis en toute sincérité. Voilà. Et on s'excuse pour les petits soucis, apparemment il y avait des petits soucis de son parfois, mais ce sera corrigé, vous rassurez-vous, tout est enregistré à côté, donc on corrigera. Et on m'a informé que c'est depuis qu'on a parlé de TCI qu'il y a un problème de son. Bon ben voilà. Il faudra qu'on réécoute. C'est pas le hasard. Ça, on va pas épiloguer là-dessus parce que je sortirai de mon rôle scientifique. Merci beaucoup, on vous souhaite à tous une très belle soirée et une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en podcast, et on se retrouve bien évidemment à très vite, on vous en dira plus sur le programme. Bientôt. À très bientôt.